Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question d'art numérique aujourd'hui avec l'exposition In Transfer a New Condition à découvrir en ce moment à la Mollerei d'Esch-sur-Alzette dans le cadre d'Esch 2022. Nous nous promènerons également dans les rues de Metz pour y admirer les vitrines des magasins sur lesquels le street artiste Petit Nouachi n'hésite pas à apposer sa patte colorée. Et puis, rentrée littéraire oblige, nous rendrons visite à Xavier, à la Pensée Sauvage, afin qu'il nous livre ses premiers coups de cœur. Tout cela sans oublier notre agenda et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre d'un passionné de musique et qui plus est de vinyle, qui partage sa passion sur sa chaîne YouTube, L'Archiviste. Qui se cache derrière ce nom? Ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Bienvenue. Cyril Joshua, bonjour. 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 Merci beaucoup de m'accorder cet entretien, un entretien qui va être 100% musical aujourd'hui, puisqu'il se trouve que vous avez la musique dans la peau, et notamment les vinyles qui plus est dans la peau, puisque Cyril, tu es collectionneur de vinyles, et tu as monté il y a quelques années ta chaîne de vinyles. Oui. C'était en 2019, elle s'appelait Les Collectionnators. Aujourd'hui, elle change de nom. L'Archiviste, oui. L'Archiviste, Ouais. très précisément. Tu collabores avec Joshua sur cette chaîne. On va y revenir. Avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de savoir quand même cet amour du vinyle. D'où vient-il? Le premier vinyle peut-être que tu as acheté, quel est-il? Il est sur la table. Alors je vais le montrer parce que ça peut faire rire pas mal de gens. Eh oui. Puisque je suis un des rares à présenter ça, que ce soit encore aujourd'hui à la télé ou autre. Mais c'est effectivement un vinyle de Dorothée. Moi, je l'ai écouté en boucle aussi, j'avoue. Voilà. Donc voilà, bon ça c'est mon préféré, sorti en 90. Mais déjà à l'époque j'étais hyper fan de Dorothée. Et en France, effectivement, je suis le seul à présenter sur une chaîne YouTube une collection complète. D'accord. Donc c'est le premier quand tu étais gamin, Voilà. tu avais une dizaine d'années. Voilà. Et là, il y a eu un coup de cœur Ouais, pour la mais musique. je collectionnais déjà un petit peu vers la fin des années 80. D'accord. Une fois qu'on met le pied à l'étrier, qu'on achète ce disque de Dorothée, on en achète d'autres, on achète ceux qu'on aime. Bah. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on devient collectionneur? Je dirais qu'avec mes premiers salaires, on est en fin des années 90, parce qu'au début, c'était mes parents qui m'achetaient, bien sûr. J'étais enfant, j'étais à l'école. Mais non, je gaspillais pratiquement tous mes premiers salaires dans ma collection vinylique. D'ailleurs, sur la chaîne, j'avais fait un Draw My Life où j'expliquais justement que même ma mère, la pauvre, elle crisait parce que j'avais des vêtements à acheter parce qu'ils étaient usés. Non, moi, je claquais tout dans les vinyles. Oui, tu préférais t'acheter des vinyles Voilà, plutôt que voilà. de t'acheter des fringues, c'est alors ça, que c'est peut-être ça. à l'époque... C'était terrible. Ouais. Ah, non, il en a été le témoin. Ouais. Oui, parce qu'il se trouve que vous êtes amis de longue date, Oui. donc tu as suivi aussi l'évolution et l'amour de Cyril pour le vinyle dès le départ. Ouais. À la base, on était tous les deux sur l'animation, sur la bande dessinée, enfin toutes les images 2D, vers là où moi je suis plutôt parti. Et Cyril, lui, a dévié vers la musique. Et voilà quoi. C'est une amitié de longue date et justement c'est ce petit amour pour l'art en général, je pense, qui a fait que notre amitié a duré. Les artistes avec lesquels tu as grandi, ils sont là un peu sur la table. On voit Modern Talking, Mylène Farmer, sont eux un peu les piliers? Mylène, en fait, je suis un très gros collectionneur de Mylène Farmer et de Modern Talking. Et Jean-Michel Jarre, ce sont des artistes que je suis depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que moi, ma collection, je suis un petit peu un collectionneur ardu. C'est-à-dire que je me contente pas simplement du vinyle, il me faut le CD, la cassette audio, le mini-disque, il me faut toutes les éditions. Toute la déclinaison. Ça, c'est le même album. C'est le troisième de Tokin. Il est sorti sud-coréen, Taïwan, Russie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Allemagne, ça c'est sûr. Il y a ukrainien aussi, tu as espagnol, anglais. Et à chaque fois, les pochettes, elles sont différentes, tu vois, c'est ça qui est marrant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as envie de créer ta chaîne YouTube, Les Collectionnators, pour pouvoir partager un peu cet amour, avec cette envie de parler par exemple d'un vinyle, de sa spécificité, Exact. et puis de rentrer dans les détails aussi un petit peu peut-être de l'histoire ou de voir Oui. des détails aussi. Ouais, ça j'y tiens beaucoup parce que vous prenez n'importe quel album, effectivement il y a une histoire sur sa production, il y a le chiffre de vente, les certifications, les récompenses, les singles, etc. C'est aussi pour ça que j'ai créé Historiquement Vrai, un programme sur la chaîne Historiquement Vrai, où le troisième épisode
enfin, Josh est venu, Voilà. on a fait Michael Jackson C'est avec ça qui est l'album de Joe West. intéressant. Finalement, cette amitié, maintenant, elle se conjugue avec cet amour de la musique et puis de la vidéo, de l'art, de la créativité, avec ce programme historiquement vrai. On a l'impression que vous êtes deux enquêteurs là, quand C'était le on but. regarde votre... Oui, ben c'est ça en fait. Il est plus lui sur la grosse partie recherche. Moi, je viens après. Je reprends un peu les choses. Voilà, on est ensemble, on discute un peu de ce qui va moins, de ce qui va. Donc, je suis plutôt sur le côté technique. Et vu que lui, il est vraiment fan de ceux qui présentent, en tout cas, je lui laisse la partie là, ce qui me va très bien. Donc, je suis plus animateur, technicien, et puis j'ai un regard un peu voilà, sur les textes pour que tout marche bien. Et ça, les deux se matchent bien. Tiens, regarde ça pourrait t'intéresser. Carrément, ouais. Et vous, ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Historiquement Vrai. Janvier 90. Après l'annulation de 2 projets consécutifs visant 2 compilations et une bande originale d'un film, Michael Jackson se penche sur le développement d'un nouvel album studio. En mars 91, Michael signe avec Sony Music le contrat d'enregistrement le plus lucratif de l'histoire de la musique d'un montant de 65 millions de dollars. Contrat lui permettant de créer son propre label, Nation Records. Là, pour Dangerous, ça m'a demandé 5 semaines de travail. Mais c'est un vrai boulot de journaliste, hein, Bien sûr, ouais. en sachant que j'ai pas ni la carte de presse ni la formation. Mais voilà, je voulais créer un format qui, je pensais beaucoup à X-Files. C'est ma série préférée grâce à lui, encore une fois, parce que c'est lui qui m'a, voilà, et je suis un mordi d'X-Files. Et je voulais faire comme si c'était une salle d'interrogatoire, où il y a effectivement 2 agents fédéraux qui mettre sur la table en fait tout l'historique, voilà, etc. Et c'est vrai que les recherches sont très difficiles pour beaucoup de supports, quoi. 3 semaines après sa sortie sur les ondes le 18 mars 91, Désenchanté sera le 2e titre de sa carrière à se hisser à la première place du top 50 et ce pendant 9 semaines. Certifié disque d'or avec plus d'1 300 000 exemplaires vendus, le titre continue d'intégrer le classement des meilleures ventes de singles en France. Le single se verra offrir le plus grand nombre de supports physiques connus à ce jour. Alors le tout premier c'était sur cet album-là parce qu'on fêtait les 30 ans et je l'avais fait avec Alan. Et puis forcément, tu es fan, donc... Voilà, mais pour Mylène c'était très facile parce qu'on trouve les informations très facilement sur mylène.net ou Inanet, plusieurs supports. Mais après le deuxième, je l'avais fait sur Jean-Michel Jarre, sur l'album Chronologie qui est ici, qui est mon album préféré, hein, et je l'avais fait avec mon frère. L'illustration visuelle représentant 5 silhouettes féminines aux couleurs multiples est signée Michel Granger, très connu du grand public pour avoir réalisé les pochettes d'Equinox, Oxygène et Rendez-vous. 3 autres singles sortiront au cours de l'année 93. Quand on définit cette chaîne, l'archiviste aujourd'hui, comment vous la définiriez? Qu'est-ce qu'on va y retrouver précisément? Donc il y aura ces programmes historiquement vrais, mais également ce que vous appelez des unboxings, c'est ça, Voilà. Décryptage, déballage d'albums. C'est une sortie d'un album vinyle ou d'un coffret. Je reçois le colis le jour même de la date de sortie officielle et le fait de le déballer, c'est quelque chose qui marche très bien sur Internet. C'est toujours agréable d'avoir un colis, t'attends devant la boîte aux lettres, voilà, c'est le plaisir de partager un déballage, quoi. Donc c'est ça en fait sur cette chaîne, c'est toute la passion du vinyle sous toutes ses coutures, exactement, Oui. c'est comme ça que vous le C'est définiriez? prendre du plaisir à quelque chose qu'on aime. Et à Voilà. partager ce plaisir. Est-ce qu'il y a des spécificités par exemple sur les vinyles qui sont là, dont tu voudrais nous parler? Oui, j'ai un peu de BO, de bande originale. Vous prenez par exemple la BO complète du premier Matrix, qui est sorti l'année dernière pour le Discord Day, je crois, ouais, le Record Store Day, voilà. Ça c'est un vinyle par contre. Il faut sortir la carte bleue, quoi. Là, il y en a pour 80 €, quoi. 80 € pour Mais le c'est des le très vinyle. jolis vinyles, hein, parce que ce sont des vinyles de couleur, mais ce sont des très beaux vinyles pailletés. Qui étaient sortis là, voilà. Je ne sais pas si à la caméra on verra bien, mais ils sont pailletés, verts, c'est vraiment la couleur avec le petit lapin d'Alice, hein, je l'avais déjà présenté sur la chaîne pour une vidéo arrivage, mais moi ce sont des vinyles que j'aime bien, des BO j'aime bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite et qu'est-ce qu'on souhaite à la chaîne L'Archiviste? Que les gens soient réceptifs, hein, qu'ils apprécient le contenu. Ouais. Ouais. Ça peut être intéressant de connaître l'histoire d'un album ou d'un artiste, puisque j'avais fait aussi Que sont-ils devenus? J'avais fait un chapitre sur Desireless, puisque si on dit Desireless, tout le monde pense à Voyage Voyage et John, alors que c'est pas que ça. Il y a une vie Mais après. Il y a tout. Aller plus loin que juste le son qu'on écoute et vraiment apprendre à connaître la personne derrière le personnage. Voilà, c'est important. Et il y a plein de gens qui me disaient « Ah, j'étais pas au courant de ça, qu'elle avait fait ça. » Elle a une sacrée discographie quand même, quoi.
Ben, on invite tous les téléspectateurs à aller faire un tour sur votre chaîne, ça s'appelle L'Archiviste, c'est sur YouTube. Puis on vous souhaite une belle vie tout en musique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes du centre Pompidou-Metz pour y découvrir la création Milieu de Renaud Herbin. Dans un théâtre de marionnettes verticales haut de 3,70 m, autour duquel vous allez pouvoir tourner, vous allez faire connaissance avec une marionnette manipulée à plus de 2 mètres de hauteur. Une marionnette qui va s'exposer aux variations climatiques de son environnement. Avec cette création, Renaud Herbin offre une pièce de marionnette, mais également un concert manipulé, de quoi rester en suspension, réfléchir à ce qui tient et à ce qui s'effondre. À noter que la représentation sera suivie d'une discussion avec Renaud Herbin, mais également Pierre-Yves Charlois, directeur du Festival mondial des théâtres de marionnettes, et Julie Postel, docteur en art du spectacle et cofondatrice du collectif Les Surpeuplés. Rendez-vous samedi 24 et dimanche 25 septembre au centre Pompidou-Metz. Plus d'informations en vous rendant sur le site qui est apparu à l'écran. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à faire le plein de bonne musique avec Jazz au Jardin à Noroy-le-Veneur. Au programme, 3 concerts avec Evergreen Jazz Trio, Cool Swing Trio et Sweet Lorraine. Ils vous donneront envie de redécouvrir des standards de jazz, de John Coltrane à Duke Ellington, ou encore de découvrir des thèmes de comédie musicale de Broadway. Des concerts en pleine nature, de quoi découvrir ou redécouvrir au passage ce village des coteaux de Moselle. Rendez-vous dimanche 25 septembre de 16h à 20h à Noroy-le-Veneur pour ces concerts entre lesquels vous pourrez déguster de bonnes crêpes ou de bonnes flammes. Je vous propose à présent de prendre la direction d'Esch-sur-Alzette qui a décroché cette année, vous le savez, le titre de capitale européenne de la culture. Aussi, avec Esch 2022, ce sont plus de 160 projets et 2000 événements qui sont proposés. Parmi eux, des expositions dont l'accueil a été conditionné pour certaines par la réhabilitation de lieux historiques comme la Mollerai qui dévoile aujourd'hui In Transfer, A New Condition. Conjugué passé, présent et futur, voilà ce qu'offre désormais la Mollerai, cet ancien bâtiment industriel qui jusqu'en 1997 servait d'espace de stockage aux minerais de fer. Désormais reconverti en lieu d'exposition dans le cadre d'Esch 2022, le site abrite aujourd'hui In Transfer, A New Condition, une exposition d'art numérique où œuvres et projets hybrides interrogent notre monde changeant. Ici, on s'intéresse vraiment finalement au dialogue entre les artistes et les scientifiques. Et aussi comment il est important de se réapproprier les technologies pour qu'ensuite tout le monde bénéficie de leurs effets. Ou qu'on sorte un petit peu, on va dire, d'une conception qui est toujours fixée en fait sur le gain, sur on va dire le capitalisme aussi, pour aussi se réapproprier et réhumaniser en fait ces technologies. C'est ainsi qu'Agnès Meyer-Brandis cherche à entrer en contact avec la nature. Ici, plus précisément avec un pain dont elle utilise les composés volatiles à des fins sensitives. Ce que fait l'artiste ici, c'est qu'elle utilise ces composés en fait pour créer un parfum qui, une fois qu'il s'applique sur la peau, pourrait nous permettre peut-être de communiquer avec cet arbre. Parce qu'en fait, les arbres utilisent ces composés pour communiquer entre eux et pour se défendre aussi parfois de certains agresseurs. Une invitation à nous interroger sur l'utilisation de nos sens qui pourrait nous ouvrir à d'autres horizons. Comme le fait d'ailleurs aujourd'hui l'intelligence artificielle qui bouleverse peu à peu nos vies. Une intelligence artificielle qui, ici, nous a à l'œil.
car en pénétrant dans cette cabine, votre visage est non seulement détecté, mais également capturé avant que ne soit généré un nouveau visage à partir du vôtre. L'intelligence artificielle se met en quête de chercher quel est le visage le plus intéressant, le plus beau, mais de son point de vue. Ainsi, plutôt que de s'intéresser aux caractéristiques de nos yeux, de notre nez, de sa symétrie, à nos standards de beauté, l'intelligence artificielle a sa propre conception. Alors forcément, j'ai voulu tester moi aussi, et le résultat est bluffant. De quoi se poser 1000 questions sur ces intelligences artificielles, sur ce qu'elles peuvent nous apporter, sur leurs effets. Et quand les intelligences artificielles se nourrissent de données, d'autres, comme l'artiste Macharou, se nourrissent de terre, une pratique méconnue qui porte un nom, la géophagie. Il s'agit d'une collection de différentes sortes de terres, comme l'argile, la craie, le calcaire, qui sont consommées dans le monde entier. Dès lors qu'une personne mange une nouvelle sorte, je la collectionne. Mais généralement, il y a bien plus qu'une seule personne, car c'est une tradition qui existe dans de nombreuses cultures et de nombreux pays. Et j'aime en manger moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce projet qui s'est développé à travers de nombreuses collaborations, de voyages à l'international, et aujourd'hui vous pouvez voir plus de 200 échantillons issus de plus de 30 pays. Téméraire mais pas courageuse, je n'ai pas partagé de terre avec Macharou, qui avec ce musée de terre comestible interroge ce qui est de la nourriture et ce qui n'en est pas, et se demande qui en décide. Au final, c'est une vingtaine d'artistes, de collectifs, qui nous parlent du monde d'aujourd'hui, comme une capture de l'air du temps dont ils nous offrent une lecture pour le moins optimiste. Je vous invite vivement à pousser les portes de la Mollerei à Esch-sur-Alzette au Luxembourg pour y découvrir cette incroyable exposition qui fait résonner histoire et modernité. Elle est visible jusqu'au 27 novembre. Place aux bons mots et à l'évasion à présent, puisque nous sommes en pleine rentrée littéraire. Alors comment faire le choix parmi les 490 livres disponibles dans vos librairies préférées? Je suis allée faire un tour à la Pensée sauvage à Metz pour recueillir les premiers coups de cœur de Xavier. Pour la rentrée, il y a à peu près 500 romans qui sortent et moi j'en ai sélectionné 2 qui ont un point commun et qui sont assez originaux. En fait, ce sont des romans qui parlent de lecture de grands classiques, Flaubert et Proust, et qui se passent dans un salon de coiffure. Alors, tout d'abord, Clara lit Proust de Stéphane Carlier, sorti chez Gallimard, qui est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un salon de coiffure, qui lit absolument pas de livres, et qui va tomber sur la recherche du temps perdu de Proust, abandonné dans le salon, et qui va se plonger dans ce livre, alors au début avec difficulté, mais petit à petit elle va aller à la rencontre de Proust et limite tomber amoureuse de cette œuvre, et en fait ça va transformer toute sa vie, ça devient un prisme par lequel elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle, et elle lit tout ça à travers Proust, et elle va commencer à rencontrer des gens en lien avec Proust. Voilà. Et le deuxième, c'est d'Oscar Lalo, Le Salon. Pareil, ça se passe dans un salon de coiffure, sauf que là c'est un client qui, après s'être fait jeter de son premier salon de coiffure habituel, atterrit chez un coiffeur visagiste. Et au moment de passer en caisse, il se rend compte que ça lui coûte 540 €, ce qu'il n'a pas sur lui. Et en fait, avant d'aller dans ce salon, il est tombé sur La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, une espèce de monstre de la littérature comme ça, très lyrique. Et sans y connaître quoi que ce soit et sans comprendre ce qu'il est en train de lire. Et en fait, en caisse, ne pouvant pas payer, il propose au coiffeur de transformer son salon de coiffure en salon littéraire et de faire une espèce de rencontre littéraire autour de La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Donc ces 2 livres ont pour point commun les monstres de la littérature, Flaubert et Proust, et les salons de coiffure. Pour autant, ils sont écrits de manière un peu différente. Avec Oscar Lalo, on a quelque chose de plus ambitieux dans l'écriture, sur le registre du burlesque. Personnage attachant mais assez dérangeant. Vous verrez, il y a un libraire assez atypique qui ne souhaite pas vendre de livres, mais qui passe son temps à apprendre, à lire et à apprendre des passages par cœur. Donc c'est un puits de science assez cocasse. Et puis de l'autre côté, avec Stéphane Carlier, alors on a une lecture plus facile. On se laisse vraiment porter dans le récit avec l'héroïne qui est très attachante et qui va... on a un peu une histoire de midinette, mais parce qu'en fait, elle tombe...
Elle tombe amoureuse de Proust, hein, elle trouve un alter ego, quelqu'un qui répond à toutes ses questions, qui l'écoute, etc. Et ça va vraiment agrandir sa vie. Et c'est en fait le point commun de ces deux livres, hein. On va trouver des classiques qui sont la plupart du temps considérés comme un peu inabordables ou compliqués, et qui tombent dans des endroits, les salons de coiffure, on n'a pas l'habitude, c'est plutôt des magazines hein, comme Marie-Claire, Elle, etc. Et là, on a La Tentation de Saint-Antoine, La Recherche du temps perdu qui atterrit dans un salon de coiffure, et ça va complètement modifier la trajectoire des héros et puis des personnages secondaires aussi. Voilà, donc vive la littérature. Il vous a convaincu? Rendez-vous à la Pensée sauvage à Metz pour vous les procurer ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Des librairies et des commerçants qui prennent un soin particulier à agencer leurs vitrines. Certains d'ailleurs font même appel à des artistes pour leur apporter une touche originale. À ce titre, je suis sûre que vous aurez remarqué les dessins du street artiste mosellan Petit Nouachi qui s'est attaqué à plusieurs vitrines de Metz. Emma Facchetti l'a retrouvé en plein travail. Musique techno dans les oreilles, marqueur à la main, Petit Nouachi enchaîne les coups de crayon. Pour dessiner son œuvre, l'artiste street art a choisi un support original, la vitrine d'un salon de coiffure. Je suis les formes et puis je remplis les cases en fonction des contours que je crée et le style il est assez innocent et très intuitif. Sa patte, des couleurs, des dessins d'enfants et des jeux de mots en harmonie avec l'esprit de l'enseigne. Moi j'aime beaucoup l'écriture, du coup quand tu peux t'éclater sur un salon de coiffure, vu que c'est toujours des jeux de mots avec TIF ou R, c'était ce matin au réveil, il y a tout qui est apparu dans ma tête. J'ai eu toute cette liste là, il y avait ça te la coupe, naturaire, positif, les experts, la cabane du berger s'il te plaît. Après 2h30 de création et quelques derniers petits détails, c'est l'heure de la touche finale. C'est le meilleur moment, c'est quand tout en fait, quand ça prend vie, on va dire ça comme ça, ouais, parce que tu as toute cette phase de conception et une fois que tu enlèves ces bandes de scotch, tu peux vraiment voir le rendu final, quoi. Des vitrines comme celle-ci, l'artiste en a décoré plus d'une trentaine à Metz en seulement 4 mois. Et il ne compte pas s'arrêter là. Les projets que j'aimerais avoir, c'est bosser avec des enfants. Parce que quand tu as les petits bibous là, tu vois, dans tes bras, que tu leur donnes un stylo, que tu vas leur sourire, ben, c'est là que tu prends énormément d'énergie. Et faire un immeuble, tu vois, bosser avec des organismes qui organisent des festivals. Avec des projets plein la tête, Petit Nouachi n'en a pas fini de répandre dans les rues messines de l'amour et de la bonne humeur à travers son art. Gardez un œil sur lui et surtout suivez Petit Nouachi sur son compte Instagram pour découvrir ses nouvelles créations. L'heure est maintenant venue de refermer la boîte à malice en musique comme toujours avec le clip d'un Mosellan expatrié au Québec, David Jankowski. David Jankowski qui vivait à Metz et enseignait à Florange avant de s'envoler pour Montréal. Auteur, compositeur, interprète, il dévoile aujourd'hui une nouvelle chanson pop, pas comme avant, et avec elle un clip qu'il a voulu fédérateur. Je vous laisse en sa compagnie. Bye bye. Indépendance, on ne veut plus qu'elle change. Dans l'ici et maintenant, nos vies prennent un nouveau sens. Plus rien ne nous dérange, plus besoin du bon vieux temps. Nous, en plus fou, en plus simple, en plus doux. Nous, en plus fou, on va de l'avant. En plus simple, en plus doux, mais pas comme avant. Laissez tout derrière nous, foncez droit devant. Plus le choix parce que moi, je suis plus comme avant.